Ah, on est ensemble et Jacques Miard est déjà là. Il a déjà commencé à parler. Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte. Bonjour Jacques. Bonjour, ma chère Valérie. Vous êtes en forme? Et bonjour à tous les participants. Eh bien, on est ravis de vous accueillir, ainsi que Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour à vous. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour Alexis. Et vous publiez, vous êtes tous les mercredis matins dans la matinale de Sud Radio pour l'édito politique. Et Alexis Villepelet, bonjour. Vous êtes porte-parole de Debout la France. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va revenir sur ces attaques de plus en plus fréquentes d'élus, de maires en particulier, avec l'attaque du maire de Bron hier soir. Est-ce qu'il faut mieux protéger les élus, déchoir, comme le demande le maire de Bron, de leurs droits civiques les agresseurs? Confinement locaux, à qui le tour, c'est un peu la question qu'on se pose ce matin. Et puis un sondage autour du passeport vaccinal. Les Français y seraient plutôt favorables. On va en reparler. On commence avec le quoi de neuf pour les uns et les autres. Coup de cœur, coup de gueule. Commençons avec vous, Alexis Poulain. Moi, c'était un coup de gueule pour ce commissariat au plan de François Bayrou qui, finalement, a pour plan de nous endetter sur 30 ans pour rembourser une dette de 200 milliards. Voilà, c'est le plan. Et puis, il était sur une radio hier et il disait, alors, il faudrait aussi qu'on rapatrie la production de chips, parce qu'on vend nos patates, mais on fait les chips en Belgique. Si. C'était de ce niveau-là. En disant, et si on sait produire des satellites, il faudrait qu'on sache produire aussi des machines à laver. Donc, le niveau du plan, moi, me fait peur. Je ne sais pas combien ça coûte, ça nous coûte, c'est ce machin. Mais si c'est pour entendre ça, c'est pour sortir une page en 3 plans pour dire bon, il faut qu'on rapporte la fabrication de frites et de chips, qu'on fasse des machines à laver et qu'on s'endette, bien sûr, sur 30 ans et qu'on rembourse cette dette faramineuse du Covid, j'ai l'impression que le plan va foirer. Oui. Mais peut-être je peux me tromper, peut-être que c'est un plan qui va marcher. Mais les chips vont nous sauver. Mais le coup des chips, là, ça m'a secoué, quoi. Il a dit on est premier producteur de patates et alors et on importe nos chips. Et alors ce qui est étonnant avec François Bayrou, c'est quand même qu'il est en train de militer pour produire français, pour rapatrier la production. Et puis il est quand même un des premiers chantres de l'européisme BA. Il est très content qu'à côté l'Union européenne signe des accords de libre-échange avec la Chine, par exemple. Ouais. Et il faudrait rappeler à François Bayrou que la Chine, alors c'est bien les patates, mais en ce moment les Chinois achètent des terres céréalières en France. Ouais. Donc on va aussi acheter nos céréales, j'imagine, à la Chine. On parlait du malaise dans l'agriculture cette semaine, c'était mon édito hier. Absolument. Voilà un des chantiers du plan, par exemple. Comment faire que le métier d'agriculteur soit à nouveau un métier qui paye, un métier d'avenir, alors qu'on a perdu plus de 60% d'exploitation agricole ces dernières années. Oui, alors Éric Verhaeghe, vous qui êtes un fin économiste, est-ce que vous pensez que les chips c'est pas mon genre, peuvent relancer manger des chips made in France. Je suis persuadé que les Belges font mieux les chips et les frites. Ah oui, c'est vrai que vous êtes belge. Zut, c'est vrai. Je suis pas belge. Je suis liégeois. C'est très différent. Oui, pardon. Mais non, je trouve, moi, je suis moins négatif qu'Alexis, parce que au moins, ça prouve que François Bayrou a un peu travaillé, puisque ces déclarations qu'il les a faites au Conseil économique et social. Oui. Moi, je croyais qu'il avait disparu, ou alors qu'il était en emploi fictif. Non, il a quand même un peu travaillé. Mais il a lui-même avoué qu'il travaillait avec 7 personnes, pas plus. Et donc, certains diront, il a fallu 7 personnes pour écrire ça. Je suis en revanche plus sérieusement alerté sur le fait que les déclarations de François Bayrou concorde avec les déclarations de Janet Yellen, qui est la secrétaire d'État au Trésor aux États-Unis, de Joe Biden. Ouais. Et en fait, on voit que se met en place une convergence économique entre les politiques de Biden et les politiques en France en tout cas, mais je suis convaincu que Mario Draghi aura la même démarche en Italie, et que petit à petit, il va y avoir une structuration occidentale dont il faut bien comprendre les termes. Ce sera l'inflation et ce sera des hausses d'impôts. que tout le monde ait bien compris, des hausses d'impôts sur l'épargne. Oui, enfin, cela étant... Ça a été démenti, juste un mot, ça a été démenti. Bruno Le Maire a dit que non, il n'y aurait pas de... Oui, d'accord. Alors, les promesses, ceux qui les reçoivent. Oui, absolument. Jacques Miard. Valérie, je voudrais quand même revenir, parce que j'ai entendu ce matin, effectivement, sur une radio très officielle, M. Bayrou, j'ai failli m'étrangler. Pourquoi ? Parce qu'il prône exactement ce qu'il a... il prônait exactement l'inverse il y a quelques années.
les délocalisations, le fait que effectivement le traité de Maastricht a organisé la désindustrialisation de la France, il en a été l'auteur et il en a été le propagandiste. Donc aujourd'hui, quand il vient nous parler de politique industrielle, encore faut-il s'en donner les moyens. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il y a dans les propos de M. Bayrou beaucoup de cynisme et il se targue de choses qu'il a toujours défendues alors que c'est faux, c'est archi faux. Son eurobéatitude nous a conduits dans le mur. Et donc, il y a un moment, il devrait quand même un peu fermer à coupa. Oui, alors peut-être un mot aussi. Alors moi, je voudrais pousser un coup de cœur, parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles, pour deux jeunes boulangers qui ont racheté une boulangerie à La Chapelle-Tireuil, dans les Deux-Sèvres. Ils ont 18 et 20 ans. Et je trouvais que tout était parfait dans ce qui s'était passé. C'est-à-dire que la mairie les avait aidés à financer autour de 30 000 € leur four à pétrin. On avait deux jeunes extrêmement motivés qui expliquaient qu'ils se levaient à 4 h du matin, 6 h du matin. Ben, c'est le quotidien d'un boulanger, mais ça faisait plaisir de voir des jeunes de 18-20 ans aussi motivés. Lui avait été meilleur apprenti, a participé au meilleur apprenti de France. Enfin, il y a l'apprentissage, il y a la gastronomie, il y a l'agriculture française. Il y a tout. Tout était absolument parfait. Et donc voilà, il faut aussi saluer dans cette actualité qui est quand même assez compliquée, il faut bien le dire. Oui, non, mais il y a des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui se passent. Et puis peut-être qu'il y aura des chips qui seront des jeunes qui vont reprendre des usines de chips. Éric Vérac, vous, c'est un coup de cœur. Je vais quand même rebondir avant mon coup de cœur sur ce que dit Alexis Villepelet, puisque le problème en France n'est pas de créer une entreprise. Le problème, c'est de la garder. Et donc, on verra lorsque ces boulangers auront fait 180 heures par mois de travaux administratifs pour nourrir la grande machine bureaucratique des impôts et autres, et lorsqu'ils se seront épuisés avec toutes les absurdités que nos trop nombreux fonctionnaires inventent pour justifier leur emploi et pour empoisonner la vie des entrepreneurs, on en rediscutera. Et je pense qu'aujourd'hui, redisons, le sujet de l'entrepreneur, c'est pas de créer son entreprise, c'est d'échapper à l'enfer fiscal de ce pays. Mais donc, c'est pour ça d'ailleurs que mon coup de cœur corrobore ce petit coup de gueule que je pousse contre la bureaucratie. Je voulais souligner quand même et me féliciter de voir l'engouement du public pour les crypto-monnaies qui échappent au contrôle des banques centrales. Et je voulais quand même souligner que le Bitcoin, par exemple, a eu la bonne idée de quadrupler de valeur en l'espace de 4 mois. Puisque en octobre, 15 octobre, il valait 10 000 $, il en vaut 41 000 ce matin, il a frôlé les 60 000 $ la semaine dernière, et on a une monnaie qui échappe complètement au contrôle de tous les idéologues de la régulation, de l'encadrement économique, et qui permet aux épargnants de s'enrichir. Et je signale aux Français que ça intéresse, les bénéfices engrangés grâce au Bitcoin ne sont pas soumis à impôt. Si, hier j'ai reçu avant-hier une spécialiste des crypto-monnaies qui expliquait que vous avez un impôt vous avez un impôt bien évidemment sur les bitcoins. Hein. Vous avez un impôt sur la plus-value. On expliquera comment ne pas le payer. Ah, d'accord, il y a moyen. Alors, c'est totalement légal. Oui, alors elle a expliqué aussi que c'était un investissement sur du long terme, qu'on n'investisse pas ce qu'on ne peut pas se permettre d'investir et de ne pas jouer aux apprentis traders. Voilà, il y a des règles, mais c'est vrai que, voilà, voyant les performances assez vertigineuses du Bitcoin, c'est pour ça qu'on avait fait cette émission d'ailleurs, on s'interrogeait sur ce qu'était le Bitcoin et la manière d'en acheter ou s'il fallait être prudent. Mais en tout cas, on a entendu votre coup de cœur pour le Bitcoin. Jacques Miard, ça vous parle, le Bitcoin ? Oui, écoutez, moi je vais vous dire une chose, c'est très volatile en réalité comme monnaie, et il est clair que c'est une invention assez géniale, mais il y a des hauts et des bas, et si j'étais véritablement assez riche pour en acheter beaucoup, je ferais très attention et je ne mettrais pas toutes mes billes dans le même panier. Non, parce qu'en réalité, c'est une monnaie qui est une monnaie informatique, et à ce titre, je dirais, l'ensemble du système informatique peut parfois révéler des surprises, comme on le sait. Bon, moi, je suis très dubitatif là-dessus. Ça va, ça vient, mais ça prouve bien une chose, c'est qu'on a changé de monde. On est d'accord.
Mais maintenant, j'y mettrai pas véritablement mon épargne. Oui, oui, absolument. Alors que l'euro, c'est sans risque. Non, mais l'euro... vous avez les banques centrales qui garantissent... la dette française, c'est sans risque. Enfin, vous avez la banque centrale qui garantit l'euro, quand même. Non. Mais attendez... Le problème, c'est qu'effectivement, on sait très bien aujourd'hui qu'il faut diversifier ses investissements et que la dette française, elle n'est pas plus sans risque. Et de toute façon, elle ne sera jamais remboursée parce que c'est une dette perpétuelle, on le sait. Et tu as parlé d'inflation, c'est comme ça que les Américains qui avaient 135% de dette au sortir de la guerre ont laissé filer leur dollar et ça a été payé effectivement par l'inflation. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais justement, c'est le contrôle de la monnaie qui permet ça. Est-ce qu'on n'a pas en Europe le contrôle de la monnaie, pour Bitcoin, ce sera exactement la même chose. Oui, non, mais sur les investissements, on n'investit pas dans le Bitcoin, on investit dans des entreprises qui produisent en France. Soyez patriotes. C'est ça qui compte. Et il faut, en contrepartie, que l'État allège la fiscalité sur les entrepreneurs, comme le soulignait Eric tout à l'heure. Qu'on allège la fiscalité insupportable sur les gens qui produisent en France, le coût du travail, les impôts sur les sociétés, les impôts de production. Vous savez, en Europe, je regardais, la France Stratégie a publié des notes, comme ils font chaque année, excellentes notes que je vous recommande, et qui expliquait qu'en Union européenne, on était les deuxièmes en termes d'impôts sur les produits de production. Seuls les Grecs ont des impôts supérieurs à nous. Et on est le pays où il y a l'impôt sur les sociétés le plus élevé. Donc il est bien évident que les centres de production et les sièges sociaux, ils ont tendance à pas aller en France. Donc ça, c'est bien dommage. Donc il faut essayer d'investir en France. Il faut donner les moyens aux gens qui investissent de gagner de l'argent, tout simplement. Allez, on marque une petite pause. On se retrouve dans un instant. Je ne vous ai pas oublié, Jacques Miard. Vous aurez votre coup de gueule. À tout de suite. Non, coup de cœur. Coup de cœur. Ah bon, très bien. À tout de suite. Et coup de gueule. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Éric Vérag, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, Jacques Miard, maire Les Républicains de Maison Lafitte, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, édito politique tous les mercredis sur Sud Radio, et Alexis Villepelet, porte-parole de Debout la France, une première fois avec nous sur Sud Radio. Confinement locaux acquis le tour. On vient d'apprendre que TF1 et France 2 étaient en édition spéciale à partir de 17h30. Comme dirait Nicolas Sarkozy, c'est du sérieux. Maire de Bron attaqué, est-ce qu'il faut-il mieux protéger les élus? C'est vrai qu'en travaillant un petit peu sur le sujet ce matin, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup d'élus qui étaient agressés et attaqués. Et puis les Français favorables à un passeport vaccinal, c'est ce que dit un sondage Sud Radio, IFOP Sud Radio pour CNews et Sud Radio. Voilà, j'ai dit dans le désordre. Jacques Miard, je ne vous ai pas oublié. Coup de gueule. Coup de cœur ou coup de gueule? Vous m'avez dit un peu les deux. C'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Oui, on pensait que vous étiez malade. Vous m'avez dit coup de cœur. Je me suis dit, il va pas bien ce matin. Non, mais c'est inversé. Vous allez voir. C'est un coup de gueule contre les nouvelles précieuses ridicules de l'écriture inclusive. Molière au secours, n'est-ce pas? Parce que véritablement, vouloir féminiser la langue, je dirais que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et dans tout état de cause, c'est pas, la langue française a déjà une désinence féminine. Et c'est même la seule, parce que le reste, c'est pas simplement un masculin, c'est aussi un neutre. Mais ce qui est certain, je vais vous dire une chose. Bien sûr, on a des collègues du côté de l'Assemblée nationale qui veulent interdire cette écriture inclusive qui est effectivement imprononçable, c'est-à-dire que c'est impossible à prononcer à l'oral. Or, une langue, c'est aussi un véhicule, je dirais, qui nous permet de communiquer en prononçant la langue, en prononçant les mots. Et là, c'est impossible à prononcer. Et puis surtout, je vais vous dire une chose. La vérité, c'est Zola qui nous l'a donnée. Une langue, elle sort par le gueuloir. Et donc, à la limite, c'est très simple. Si il y a un certain nombre de mots qui peuvent être féminisés, par exemple la directrice, la ministre et autres, donc tac, mais c'est l'usage qui va primer. Et ce n'est pas des sottises telles qu'elles nous le proposent, avec des points et des machins rajoutés d'une manière totalement incongrue, qui vont changer les choses. Donc elle pourrait mieux aller se rhabiller et faire autre chose. Bon, voilà, c'est dit, on l'a évoqué hier, on en a pas mal parlé de cette écriture inclusive. Moi, vous me permettrez un coup de cœur pour Marlène Schiappa, qui s'empare du sujet des dérives sectaires. On voit avec la crise du Covid de plus en plus d'apprentis gourous. 500 groupes de dérives sectaires ont été dénombrés en France. C'est
c'est ce qu'elle affirme dans une interview à l'Obs. Les théories des médecines alternatives qui suscitent beaucoup d'inquiétude. Je vois au moment où je le dis, mais je me dis, mais dans quoi je me suis embarquée, puisque j'ai Éric Verhaeghe qui est secoué de rire, qui a un fou rire, parce que c'est un sujet qui, mais pas qui nous oppose, mais je dis pas que toutes les médecines alternatives tombent sous le coup des dérives sectaires, mais il faut bien dire qu'il y a quand même eu des abus. Pas nouveau, Valérie. Non, c'est pas nouveau, bien sûr, mais quand il y a des crises... Répondre. Alors Éric est un spécialiste. Un spécialiste inconnu. Ouais. Et il est un gourou. Il est un gourou, voilà, c'est gourou, ça. Mais avec je le du fais poivre. sans plante. Voilà. Non, moi je nous dis, en France, les médecines alternatives sont interdites à juste titre, parce que on n'explique pas qu'on prend des procédés naturels pour ne plus faire de l'allopathie. Donc, je n'aime pas l'expression médecine alternative. Moi, je connais en revanche les médecines complémentaires qui sont reconnues en France parce que nous sommes signataires du traité de l'ONU et que nous adhérons à l'OMS et que l'OMS reconnaît l'existence de médecines complémentaires et de médecines traditionnelles à côté de la médecine allopathique. Oui. Et qu'aujourd'hui, en France, il y a un problème, c'est que nos élites qui adorent parler de mondialisme, d'Europe, d'international, de multilatéralisme, etc., en revanche, quand ça les arrange, nous expliquent, sur l'OMS, on exclut la reconnaissance des médecines complémentaires ou des médecines traditionnelles. Mais... Et je pense que c'est une erreur. Pourquoi vous vous sentez visé ? On parle des dérives sectaires. Il y a des gens qui abusent de la crédulité des gens pour leur refourguer quand même un tas de méthodes, de médicaments qui ne servent strictement à rien. Et encore une fois, au-delà des poudres de perlimpinpin, ce sont des emprises psychologiques qui sont dénoncées par Marlène Schiappa. Vous voulez réagir sur ce sujet ? Non, je voulais rebondir rapidement sur ce que Jacques Millard avait dit sur l'écriture inclusive. Alors je partage tout ce qu'il a dit. Je voulais aussi rajouter quelque chose de bon sens. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ont des lubies, qui s'amusent à parler de points médians, de mots épicènes et autres novlangues abominables, qui veulent imposer aux gens leurs obsessions. Et par ailleurs, moi ce qui me choque beaucoup dans cette affaire, c'est que alors qu'Édouard Philippe, il y a quelques mois, et Jean-Michel Blanquer avait dit pas d'écriture inclusive dans les textes administratifs, vraiment, quand vous allez, c'est les offres d'emploi du ministère de la Culture, je sais parce que j'ai regardé hier, tout est en écriture inclusive. C'est insupportable. Enfin, à un moment, il faut faire appliquer la loi. Et si quelqu'un ne fait pas appliquer la loi, il est sanctionné. Pour l'instant, c'est pas autorisé l'écriture inclusive. Voilà. Absolument. Bon, on revient à notre sujet. Faut réagir. Alors, vous êtes nouveau, donc on va vous expliquer les règles. Il faut réagir au moment où on parle du sujet. Parce que là, on était sur les. Voilà. Mais j'ai vu effectivement ce matin un tweet que je vais vous lire d'un médecin qui raconte qu'il a reçu une de ses patientes. Elle est âgée, elle a des douleurs articulaires, elle est autonome. Ils discutent parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a des problèmes financiers. Et là, elle sort son relevé de dépenses. Elle achète mensuellement entre 300 et 400 euros de produits de parapharmacie et de compléments alimentaires. Et elle paye 100 euros de dépassement d'honoraires à son homéopathe en liquide chaque mois. Donc, une des ordonnances comporte 27 lignes de trucs dont le médecin dit qu'il ne sait même pas à quoi ça correspond. Et elle dit que son pharmacien lui vend, en plus pour l'aider à tolérer les effets secondaires de cette prescription, un diffuseur d'ondes anti-négatives. Bref... voilà quoi, c'est aussi ce genre de dérive, cher Éric Verhaeghe, qui moi me met très en colère. J'ai aucun problème sur ces dérives, mais ça me rappelle l'histoire d'un célèbre diabétologue qui faisait l'éloge du soda, qui expliquait dans la presse sérieuse, dans le Figaro, qu'on pouvait boire 1 litre de soda par jour sans risquer de faire du diabète. C'est de la même charlatanerie. Sauf que lui, il enseigne dans une université parisienne. C'est pas tout à fait la même chose. Jacques Millard, sur les dérives sectaires qui existent en période de crise. J'ai participé à 3 commissions d'enquête sur les dérives sectaires. Et c'est un problème récurrent, malheureusement, de charlatanisme, comme vient de le dire Éric. Et donc, c'est une vigilance de tous les instants. Et effectivement, il y a malheureusement des gens qui perdent parfois l'espoir ou qui n'ont même pas trouvé le médecin généraliste, car malheureusement, il y a eu le numerus clausus qui est passé par là et qui s'adresse à des charlatans. Et il faut, de manière récurrente, mettre en garde contre ces pseudo-thérapeutes.
On a essayé de réglementer, je me souviens avec Bernard Accoyer, le terme de thérapeute. Le terme de thérapeute, vous, Valérie, vous pouvez effectivement vous installer comme thérapeute parce que vous êtes beaucoup plus efficace en catharsisme grâce à vos émissions, vous voyez ce que je veux dire. Mais le terme de thérapeute n'est même pas protégé et tout le monde peut installer une plaque en bas de chez lui en disant thérapeute. Et à ce moment-là, il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous vendent du vent. Oui, non. Alexis ? Oui, mais c'est un truc incroyable. Il faut suivre aussi, il y a quelques comptes comme ça de chasseurs, de charlatans, notamment un extracteur de jus qui lutte contre Thierry Casanovas, qui est un des premiers à avoir compris le filon, qui lui est donc sur la crudité, manger cru, etc., qui ressortent en fait les mensonges qui ont été accumulés année après année dans des vidéos YouTube, évidemment. C'est comme ça qu'on recrute. Et alors, c'est ce qui est impressionnant, et je pense que c'est pour ça que Marlène Schiappa s'y intéresse, c'est finalement la convergence des luttes, on va dire, entre ces médecines alternatives qui n'en sont pas, là on parle vraiment de charlatanisme pour certains, et puis la sphère QAnon, par exemple, qui là aussi est dans un délire assez mystique, et tout ce qui est maintenant ce que le Covid a créé, quoi, de perte de repères et de discours conspirationnistes, comme on les appelle, qui fait qu'il y a là un cocktail assez explosif où vous vous retrouvez avec des gens qui vont parler d'ondes cosmiques pour passer après sur le fait que le virus passera pas si vous vous mettez 5 minutes au soleil en regardant l'Est tous les matins, enfin ce genre de truc, avec derrière bien sûr le fait qu'on vous manque, qu'il y a tout un discours plus large, politique, beaucoup plus large. Mais c'est tardif ce réveil sur la Mivilude. C'est surtout que la Mivilude a été complètement explosée, démantelée. Les archives ont été mis très loin des moyens et donc un manque de moyens volontaire qui a été fait. Et derrière, dans l'interview de Marlène Schiappa, elle parle aussi du prosélytisme de certains courants, et c'est pas du tout l'islam. Là, il s'agit des évangélistes qui sont pour beaucoup, pour certains courants, homophobes, qui refusent la médecine classique, enfin beaucoup de choses, et les témoins de Jéhovah qui ont utilisé beaucoup Internet lors des confinements pour faire du prosélytisme qui débordait des cases. Donc on est loin du compte quand on parle d'islamo-gauchisme. En réalité, la menace est peut-être ailleurs quand on voit le recrutement des sectes. Remarque de Sophie de Menton, si on interdit tout ce que les imbéciles achètent, faut-il une loi contre les charlatans? Sophie, on fout l'économie par terre. On parle de gens qui sont fragiles, qui sont susceptibles de croire un certain nombre de choses, aux produits miracles, aux potions miracles, et ça c'est assez... Sophie, ceux qui ont consommé le Mediator, en pensant que ça allait leur couper l'appétit, et qui en sont morts, ils ont aussi été victimes de charlatans. Bien sûr. C'est pas parce que quelque chose est étiqueté par la sécurité sociale que c'est bien sérieux. Précisons quand même que je conseille à Marlène Schiappa de faire une Mivilude en Allemagne, et elle va l'expliquer aux naturopathes allemands qui sont remboursés par la sécurité sociale allemande qu'ils sont des charlatans sectaires. Et vous allez voir, on va mesurer que finalement en France, sous couvert de lutter contre des dérives sectaires, en réalité, on fait passer une idéologie qu'on est les derniers à défendre. Non, je peux pas vous laisser dire ça. Il y a des dérives sectaires. Il y a des dérives sectaires. Mais oui, mais c'est vous qui faites l'amalgame. C'est vous qui faites l'amalgame. Je dénonce l'amalgame qui est fait entre des dérives sectaires qui existent en dehors de tout ce que vous avez cité. C'est pas nouveau. Il y a plein de sectes qui existent en France de longue date, qui sont très largement contrôlées, notamment au sein de l'Église catholique. Il y a des congrégations qui sont suspectes. Voilà, il faut arrêter de faire des fixations et de tout amalgamer. Monsieur le gourou a raison. Monsieur le gourou a raison. Et moi, je pense qu'il est parti pour créer une nouvelle religion, pour faire un peu de fric, comme la scientologie. Merci. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour débattre et commenter l'actualité. Le maire de Bron, dans le Rhône, en banlieue de Lyon, a été à nouveau menacé, agressé verbalement et physiquement. Sa voiture a été caillassée. Les images sont quand même impressionnantes. Le pare-brise est explosé, la portière enfoncée. Ce n'est pas la première
première fois qu'il est la cible de menaces. Il y avait eu déjà des tags dessinés sur un mur qui lui était directement adressé. Il a été menacé de décapitation. Il y a le maire de La Turballe, près de Guérande, qui a reçu un skateboard en plein visage. À Metz, un habitant en colère a brûlé la voiture du maire de Marieulles. L'élu a été brûlé au 2e degré. Ces violences contre les élus se multiplient. Je pense qu'il y en a toujours eu, vous nous le direz, Jacques Miard, mais là, ça prend des proportions quand même assez importantes. 4 maires de droite ont co-signé une tribune lundi dans le Figaro en demandant la déchéance des droits civiques en cas de menace contre des élus. Alors, est-ce qu'à votre connaissance, Jacques Miard, c'est plus souvent, il y en a de plus en plus, c'est plus violent, c'est un petit peu comme le débat qu'on a eu sur les bancs hier? Écoutez, je crois que tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que vous avez des jeunes, enfin bref, un certain nombre de malfrats qui vont s'intéresser soit aux policiers en disant tuez-les, c'est quand même extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire, c'est inadmissible. Et vous avez aussi, dans cette période où les choses sont dures, des attaques directes sur les élus. Je dirais bien que, quelque part, c'est bien la preuve qu'ils pensent que les élus peuvent tout faire, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas laisser passer ça. Et il faut immédiatement porter plainte. Et j'ai eu, moi, un cas, que c'était à l'égard de policiers municipaux, où il y a un jeune délinquant qui avait promis à une police municipale, à une policière municipale de terminer comme Samuel Paty. Immédiatement, il y a eu porté plainte, comparution immédiate, et ils ont eu quand même un certain nombre d'amendes, dont, ça m'a fait sourire, un stage de citoyenneté. Je pense le malfrat, lui, le stage de citoyenneté, ça doit lui passer par-dessus la tête ou ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Bon, mais ce qui est clair, c'est qu'il ne faut rien laisser passer. Et moi, j'apporte mon soutien, bien sûr, à tous les maires de France à ce propos ou élus, mais on est aujourd'hui dans une période où la violence est devenue le moyen ordinaire de régler des problèmes. Et là, je constate malheureusement que du côté de l'État, notamment lorsque les policiers sont agressés, eh bien, la réponse n'est pas à la hauteur. Il faut sans doute avoir d'autres moyens, mais ce gouvernement ne le fera pas parce qu'il craint une chose, c'est encore plus de désordre et que ça crée encore davantage de problèmes que ça ne résout. Mais on a un réel problème aujourd'hui en ce qui concerne la protection des agents publics et la protection des élus, c'est du même tonneau. Oui, mais ils sont arrêtés en général ou pas? Enfin, ça dépend des cas, j'imagine. Il y a certains qui ne sont pas. Moi, j'ai fait une proposition, c'est que dans l'histoire des bandes, parce que là, on a des phénomènes, on puisse les qualifier d'associations de malfaiteurs. C'est-à-dire qu'on prend le tout et ils sont tous condamnés en bloc. Alors, voilà. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Non. Alors, il y a quelques cas où la justice répond un peu plus rapidement, mais je suis désolé, dans beaucoup de pays, ce que je vais vous dire va vous faire bondir, mais dans beaucoup de pays, lorsqu'on agresse des policiers, eh bien, on riposte. Or, ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas en France. Et ça pose un problème. Il fut un temps où, effectivement, la police ripostait. Et ça, je suis désolé, on voit très bien aujourd'hui que ce gouvernement va dire « ah non, ah non, ah non ». Oui, mais c'est dangereux si vous ripostez. Oui, mais le problème, il faut savoir ce qu'on veut. C'est que si ça continue comme ça, ce sera encore plus dangereux demain. Parce qu'il y a un moment, il faut arrêter les règles. Alexis Villepelet. Sur la riposte armée immédiatement, je ne sais pas, même si je suis évidemment d'accord avec le constat de Jacques Miard, ce qu'il faudrait tout simplement, c'est de dire, pour toute agression de fonctionnaires de police, de gendarmerie, de pompiers ou d'élus, peine planchée de prison ferme. Il faut rétablir les peines planchées qui ont été supprimées par François Hollande. Ça, c'est fondamental. Et oui, déchéance des droits civiques, ça semble une bonne mesure. Mais est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire? C'est la question que pose une auditrice. Vous rigolez? Vous pensez que ça les touche? La peine de prison ferme. Vous savez, actuellement, le problème de la France, c'est que... Est-ce que c'est la solution? C'est pas la solution, c'est une des solutions. Le problème de la France actuellement, c'est qu'il y a une... vous savez, Monsieur Dupond-Moretti parlait de sentiment d'insécurité en France. Il n'y a pas de sentiment d'insécurité, il y a une réelle insécurité. Je regardais quelques chiffres. Toutes les heures, il y a 100 vols ou tentatives de vol en France. 125 violences physiques ou sexuelles en France. Au-delà de ça, ce qui paraît extrêmement important, c'est...
il y a un sentiment d'impunité des délinquants en France. C'est-à-dire que les gens qui ont agressé le maire de Bron ou les maires que vous citiez, ils ne sont pas sûrs d'aller en prison. Il faut absolument que si vous faites ce genre de choses, si vous allez taper un agent de police ou de gendarmerie, vous allez en prison ferme, à quoi qu'il arrive, tout le temps. Et par ailleurs, j'aimerais, bon ça je fais un petit à côté, j'aimerais que nos activistes souvent de gauche qui passent leur temps à s'insurger, à raison, il faut le dire, quand il y a des excès de la police, aussi condamnent et prennent la défense de ces élus, le mentionnent. Parce que vous le mentionnez, c'est excellent. Je ne suis pas sûr que ça fasse le 20h de TF1 ou de France 2 ce soir. Le maire de Bron, je pense, les chaînes d'infos en parlaient quand même ce matin, mais c'est vrai qu'il y a peu d'indignation. Moi, ça me rappelle, c'est un débat Alexis qui n'est Poulain. Pas neuf. Il y a eu ce maire qui a perdu la vie, il s'était fait rouler dessus. C'était l'été dernier, il me semble, où il y a un peu plus de ça. Et on avait remis effectivement en haut de l'agenda médiatique le fait que c'était un métier infaisable, maire, d'ailleurs on peine à trouver des candidats, et que derrière, avec des responsabilités hors normes, et finalement qui concentre toute la violence sur une personne, alors qu'il est là pour apaiser, pour essayer justement qu'on arrive à vivre ensemble. Donc il y a un vrai problème sur le statut de l'élu, sur le respect de l'autorité en général, et sur l'éducation, parce que arriver à dire que c'est la peine de prison qui fait que ça changera rien. La peine de prison, quand vous êtes dans un système clanique de délinquance. Enfin, on commence très tôt avec les guetteurs qui sont entrés dans les systèmes de trafic. Comment la prison, ça vous crédibilise finalement. Donc, je vois pas en quoi c'est quelque chose qui peut changer les choses. C'est vraiment une question d'éducation. C'est vraiment une question de moyens aussi sur la police de proximité qui a été réduit en miettes par les majorités successives. Et d'ailleurs, les syndicats de police le dénonçaient à l'époque en disant mais qu'est-ce que vous faites ? On reviendra pas, et puis on manque de moyens. Et encore aujourd'hui, que disent les policiers qui sont aussi victimes de ces incivilités de manière systématique, avec des guet-apens qui sont placés, on en parlait la semaine dernière, pompiers, policiers qui se font appeler pour être ensuite caillassés. Eux disaient, on a demandé des effectifs, on a eu des voitures neuves. Donc on est toujours dans le même problème, c'est-à-dire que ça répond à côté. Peu importe les déclarations qu'on aura aux côtés du ministère de l'Intérieur, peu importe les moyens, les faux moyens qu'on donne, le problème, ça reste les moyens humains. Et puis Alexis, après, et dans l'éducation également. Alexis, il ne faut pas parler d'incivilité. Ah bah non, c'est des violences. Des agressions. Ce sont des violences, ce sont des délits. Et parfois, lorsqu'il y a un appel au meurtre, ça va au-delà. Bien sûr. Parce que c'est ce qui s'est passé et ce n'est pas nouveau. Et sur ces appels aux œuvres contre les pompiers, contre les policiers, aujourd'hui, je constate qu'on vous répond par des bonnes phrases et en disant on va montrer les muscles. Mais ce n'est pas en envoyant à nouveau dans certaines banlieues une section de CRS ou une compagnie de gendarmes, ça va beaucoup plus loin. Oui. C'est quoi ? Pourquoi ils attaquent les maires ? Enfin, vous allez me dire comme les policiers, comme les pompiers, les médecins. Mais cette violence envers... Alors Éric Vérag, on vous a pas entendu sur le sujet. Mais le gourou se défend. Allez-y, Éric. D'abord, on ne sait pas toute cette affaire, puisque en réalité, le maire de Bron n'a pas expliqué s'il y avait des circonstances particulières qui expliquaient le fait qu'il soit victime personnellement. À part qu'il ait mis son poing dans la figure à quelqu'un, je ne vois pas pourquoi on lui caillasserait sa voiture. Si je vais vous dire, moi je ne peux pas imaginer qu'il n'arrive pas en France que des mouvements, des associations, des forces politiques n'essayent pas d'influencer des élus locaux pour obtenir tel ou tel avantage. Donc moi, je ne prends pas parti. Je ne sais pas ce que... Non, mais je peux imaginer que des élus locaux soient sous la pression. On a vu ça en banlieue parisienne. Vous savez très bien que, par exemple, en banlieue parisienne, un certain nombre d'élus sont obligés de composer avec des mouvements salafistes pour pouvoir arriver au pouvoir. Et que j'imagine qu'il doit y avoir des pressions de tous ordres et des arrangements. Je ne sais pas si c'est le cas dans l'affaire de Bron. C'est pour ça que je n'interviens pas directement sur l'affaire de Bron. Je remarque juste que ça fait au moins 10 ans que nous subissons une culture de l'excuse en France, et même plus, 20 ans. Et ça fait 20 ans que nous notons chaque année que petit à petit, la pression monte et que petit à petit, les règles sont de plus en plus contestées. Les règles de la République sont de plus en plus contestées par des gens qui considèrent que le territoire leur appartient et qu'il doit être sous leur contrôle.
moi, je suis là-dessus à la fois pessimiste et optimiste, c'est-à-dire que je pense que de même qu'on est incapable de réviser cette culture de l'excuse et qu'on trouve toujours sur notre passage des gens qui nous expliquent qu'il faut être gentil avec eux, c'est des victimes de la société. De même qu'on est incapable de remettre ça en cause, on sera incapable de trouver des solutions pacifiques pour régler le problème. Donc on peut se donner rendez-vous dans 3 mois, nous aurons le même débat sur une autre agression qui sera plus grave. Et donc ma conviction, c'est que sur le fond, il y aura l'explosion tôt ou tard que Jacques appelle de ses voeux. Je n'appelle pas de mes voeux, je la regrette. Voilà. Je la regrette, mais je pense qu'on la regrette tous, mais on sait tous que la France, en tout cas la classe politique française aujourd'hui, n'est pas capable de réguler une situation et que tant qu'on n'est pas au pied du mur et qu'on ne s'est pas pris le mur, il n'y a pas de réaction. Donc je suis convaincu qu'il y aura tôt ou tard dans ce pays un grand moment d'explication et une fin de récré qui sera sifflée brutalement. Oui. Exact. Attention, il ne faut pas souhaiter le chaos pour le coup. Moi, je pense qu'on peut réagir pour le coup. On peut réagir si on est extrêmement ferme. Vous disiez, Alexis Poulain, vous parliez d'éducation. Bien sûr qu'il faut l'éducation, c'est une évidence. Mais il faut aussi la sanction. C'est-à-dire que malheureusement, il y a un stock qui a été mal éduqué. L'éducation nationale n'a pas fait son boulot depuis quelques décennies, malheureusement. Et il y a un stock, il faut les sanctionner pour le coup. Et la sanction, je ne pense pas qu'il faille tirer sur les gens parce que c'est peut-être un peu dur sans doute, mais il faut enfermer pour le coup. Et il y a une loi que le garde des Sceaux, je ne sais plus si c'est laquelle son prédécesseur a passé le 23 mai 2019, qui vous explique que si vous êtes condamné entre 1 mois et 6 mois de prison ferme, par défaut, vous ne le faites pas. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'il n'y a pas de place. Il faut construire des places de prison, bien sûr. Allez, la prison ne sert à rien. On marque une pause, on continue avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, Alexis Poulain, journaliste, et Alexis Villepelet, porte-parole de Debout la France. Encore quelques mots quand même sur ces maires, sur ces élus qui sont attaqués, parce que vous dites ça pourrait être plus grave. Enfin, le maire qui se prend un skateboard dans la figure, celui qui est brûlé au 2e degré, et ça rejoint ce que vous disiez, on en parle assez peu dans les médias. Ce sont des faits quand même extrêmement graves. Et c'est vrai, des auditeurs nous disent, mais les policiers se plaignent, les élus et les policiers, oui, se plaignent de voir ces gens qui parfois sont arrêtés retourner dans la rue dès le lendemain. Qui veut réagir, Jacques Miard? Oui, non, mais je voudrais, on en parlait lorsqu'il y avait la publicité avec Éric. Le grand danger aujourd'hui, c'est que si l'État ne fait pas appliquer les lois et n'est pas ferme, il va y avoir la présence et la création, ce sont les citoyens qui vont se défendre eux-mêmes. Et là, ça va être la totale dérive. Ouais. On a un risque d'avoir dans certains quartiers des mouvements citoyens qui se constituent pour se protéger eux-mêmes, alors que l'État est défaillant. Donc, de deux choses l'une, où c'est l'État qui réaffirme fermement les sanctions et les applique, ou c'est absolument, il va y avoir une dérive. Et là, ce que je crains et ce que j'ai dénoncé depuis un certain temps risque d'arriver, et ça sera bien pire que la force légitime de l'État. Oui, et on a une auditrice qui nous dit « J'avais 20 ans, j'en ai 64, le SAMU, les pompiers, les policiers ne pouvaient pas rentrer dans le Mirail à Toulouse. » Moi, je me rappelle aussi, en 2000, d'avoir reçu un pompier qui me racontait qu'il y avait des quartiers dans lesquels ils ne pouvaient pas rentrer, qu'ils étaient pris en embuscade et qu'ils se faisaient taillader leur lance. Donc, on est en 2021, et ce qu'évoque Françoise, et elle dit « Arrêtez de taper sur l'éducation nationale qui a fait son travail, ce sont les maires qui n'éduquent pas. » Alors, elle dit à l'occidental, quand elles éduquent, arrêtez de taper sur l'éducation qui ne peut plus instruire. Et c'est vrai qu'on a cette réflexion qui nous est faite assez souvent. C'est pas un problème qui est neuf. Enfin, on a l'impression qu'on parle de ça depuis, c'est ça, une trentaine, quarantaine d'années, peut-être même avant, et sans jamais trouver les solutions. C'est-à-dire qu'on a, au lieu de mettre de la police de proximité, on l'a enlevé. Au lieu de donner des moyens à l'éducation nationale, on a enlevé. La justice qui manque de moyens, c'est-à-dire que tout le régalien a été coupé, enfin tous les services publics en général, parce qu'il fallait faire des économies. C'était maintenant, c'est le quoi qu'il en coûte. Il y a de l'argent magique, mais pas forcément pour les services publics. Non, il y a eu bien pire. Alors attendez, laissez-les terminer, Alexis Poulain. Juste pour finir, c'est que le problème, c'est que vous avez des systèmes parallèles qui se sont mis en place à celui de la République et de la démocratie, et vous avez maintenant des systèmes mafieux où effectivement les gens s'en foutent de la société française, de comment ça fonctionne. C'est une autre échelle des valeurs, et c'est une autre échelle
qu'il y a 40 ou 50 ans, ça c'est sûr. Et c'est deux mondes qui ne se parlent plus. Oui, Jacques Méhard. Oui, je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il y a eu la politique de victimisation. Pauvres petits chérubins, c'est la société qui est mauvaise et eux sont bons. Donc ça, c'est d'une imbécilité totale. Mais je voudrais vous raconter quand même une chose. C'est que lorsque M. Queuille était soi-disant un conseiller, un premier ministre ou un président du Conseil tout à fait laxiste, un jour, il a donné et il a signé l'ordre. Il a dit au préfet, lorsqu'il y a eu des grandes manifestations dans le Nord en 47-48, eh bien, il a donné un ordre écrit. Et là, effectivement, eh bien, je suis navré de le dire, la police a tiré. Il y a eu des morts. Eh bien, tant qu'on n'est pas capable, tant que l'État n'est pas capable de bien cerner le danger et baisse, je dirais, son froc, eh bien, ce sera terminé. Donc, c'est extrêmement grave parce que vous allez avoir la montée en puissance je dirais, de quasi-milices où les gens vont se défendre eux-mêmes face à ces tracailles. Oui. Il y a une question de volonté politique, Jacques Méhard, là-dessous, et je suis certain que vous le savez, mais la police en France et la gendarmerie ont des bonnes informations. Ce sont des corps plutôt et ils savent très bien dans les quartiers où est-ce que ça pêche. Le problème, c'est la volonté politique de dire allez me nettoyer ce quartier. Et il n'y aura pas besoin de milices, parce que c'est de ça dont vous parlez. Il n'y aura pas besoin de milices si enfin on a un pouvoir fort, on a des préfets, un ministère de l'Intérieur, une chaîne de commandement qui dit nettoyez-moi ces quartiers. Et on sait le faire pour le coup. Je me souviens que pendant les Gilets jaunes, un grand criminologue expliquait à la radio que les Black Blocs qui venaient faire les manifs à Paris, enfin saboter les manifs à Paris, ils venaient d'Allemagne et on savait très bien à quelle heure ils passaient la frontière. Les gens savent, il y a l'information. Il faut juste la volonté politique. Allez, on va changer de sujet. Confinements locaux, à qui le tour ? Visiblement, ce soir, Jean Castex va annoncer le confinement, peut-être de week-end, on ne sait pas, d'un certain nombre de départements. Donc, ce soir, 18h. Est-ce que c'est la bonne solution ? On l'a évoqué hier avec ce qui se passe à Nice, avec Dunkerque. Confinements locaux, qu'en pensez-vous, les uns et les autres ? Éric Verhaeghe ? Moi, je pense qu'il y a un épuisement très profond de la population, qui est sous-estimé aujourd'hui par les politiques. Je suis étonné, vous savez que j'habite l'Est parisien, je suis étonné quand même de voir dans l'Est parisien le nombre de gens qui sortent aujourd'hui sans masque, et des gens très ordinaires, c'est pas des racailles. Alors, il y a des racailles qui sortent sans masque, mais il y a aussi des gens très ordinaires qui sortent sans masque, et je pense qu'il y a un épuisement qui n'est pas pris en compte dans les stratégies du gouvernement. Alors notamment parce qu'on voit bien qu'il y a une pression des allopathes pour enfermer tout le monde. Mais je pense que dans cette affaire, il ne faut vraiment pas sous-estimer ce qui me semble être une évidence maintenant un peu partout, c'est la conscientisation des gens vis-à-vis de l'instrumentalisation dont l'épidémie a pu faire l'objet. Et quand je vois que même Hugues Rançon, député du 15e arrondissement, vice-président de l'Assemblée nationale, écrit au Premier ministre pour lui demander d'arrêter l'état d'urgence sanitaire en expliquant que l'état d'urgence sanitaire est une instrumentalisation de la pandémie à des fins politiques, je me dis, et je pense que beaucoup de gens, notamment dans les catégories socioprofessionnelles diplômées, partagent ce point de vue que l'état d'urgence sanitaire doit cesser et qu'aujourd'hui il est disproportionné par rapport aux dégâts réels produits par la maladie. Je pense qu'il faut faire attention à ce qui est en train de monter dans un certain nombre de milieux influents parce que la politique de gouvernementale est rejetée en bloc là-dessus. Il a gagné 2 mois déjà, Emmanuel Macron. Il a été contre les médecins. Il n'a pas pu mettre en place un confinement parce qu'il a bien senti en janvier que ça allait mal se finir. Mais cette façon de remettre en cause, de remettre le couvert toutes les semaines sur attention, c'est pas, etc., je crois qu'il y a un épuisement des Français vis-à-vis de cette incertitude que certains appelleront une stratégie de l'angoisse. Et moi, je dis attention politiquement, je pense que c'est une erreur de continuer là-dessus.
Oui. Qui veut réagir, Alexis Poulain? Moi, je pense que c'est terrible de voir que ça fonctionne, malheureusement, que malgré la prise de conscience sur le fait que ce Covid permet de mettre en place des mesures liberticides, de contrôle des oppositions, de limitation des libertés, on continue de faire comme si c'était nécessaire. Vous avez des maires dans la région Nord qui disent oui, il faudrait contrôler davantage, oui, et puis il faudrait même peut-être confiner davantage, alors que les études s'accumulent pour dire que ni couvre-feu, ni confinement, enfin ça se saurait si ça servait vraiment à quelque chose. Ça sert à la marge, à quelques pourcents près, mais rien du tout comparé aux mesures sanitaires qui sont réelles, qui serait quoi? Une campagne de vaccination massive, des traitements précoces qui fonctionnent, et le fait de dire bon bah respectez les gestes barrières, et puis laissons les gens vivre leur vie, parce que on est là en train là de faire d'empêcher les gens de vivre. Vous avez les oubliés de ce Covid, le monde de la nuit, les artistes, les gens qui ont des restaurants, enfin tous ces secteurs qui sont ravagés par ces choix stupides, idiots, soi-disant pour prendre soin des gens, mais on est en plein dans une dystopie, et les gens acceptent ce discours où on explique que parce que vous allez avoir une amende de 135 € à 18h, c'est pour votre bien. Non, c'est du foutage de gueule, c'est de la maltraitance institutionnelle qui est érigée en loi et en règle, parce que la réalité, c'est que ce gouvernement est une catastrophe. On a affaire à des branquignoles, excusez-moi du terme, aidés par des cabinets de conseil qui palpent des millions pour les aider à faire n'importe quoi, en disant, alors tous les jeudis, quasiment, vous avez Jean Castex qui parle et qui dit, alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Alors rien. Alors, ah non, attendez, si, on reconfine. Enfin, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. On est les pires chiffres d'Europe, avec un chef de l'État qui s'enorgueillit d'être un épidémiologiste de talent et qui dit, ah oui, j'ai pas reconfiné. En réalité, on a un couvre-feu à 18h et on est confiné le week-end. Vous appelez ça comment? C'est un confinement. Ouais. Non, mais vous avez raison, Alexis, c'est que malheureusement, comment faire confiance à ce gouvernement qui s'est planté sur absolument tout? Alors je vais passer en revue rapidement. Les frontières, il y a un an, Emmanuel Macron nous explique que le virus n'a pas de passeport. Enfin, le virus circule sur les gens, monsieur Macron. Oui. Et 3 semaines après, on a des frontières à 1 kilomètre de notre habitation. Sur les masques, évidemment, bon, pas la peine de rappeler, vous vous souvenez, c'est inutile, blabla. Ouais. Maintenant, on oblige les gens à avoir des masques à la montagne, à la mer, c'est ridicule. Troisième point, les tests. Les tests, c'est quoi le problème sur les tests? Les tests salivaires arrivent seulement maintenant. Vous savez, j'ai regardé ce matin un article d'Euronews, c'est sérieux Euronews, L'aéroport de Brazzaville et l'aéroport de Djibouti, ils font des tests salivaires. Et nous, ça arrive seulement maintenant. Je parle même pas de la vaccination, les retards lamentables. Et enfin, les traitements. Je lisais un article aujourd'hui dans le Figaro. C'est seulement aujourd'hui qu'Emmanuel Macron met à l'ordre du jour du comité de défense les anticorps monoclonaux. C'est avec ça que Trump a été soigné il y a 4 mois. Il y a quand même temps, au bout de 9 mois, de commencer à penser au traitement, pour le coup. Oui, mais sur les tests, c'est important parce qu'on a des chiffres. Là, sur les tests antigéniques de la pharmacie, par exemple, c'est pas fiable. Vous avez 30% de faux positifs à peu près, et qui sont, même si vous êtes après avec un test PCR pas positif, vous êtes quand même dans le comptage. Donc on a affaire aussi à un comptage qui est loin d'être proche de la réalité. Et puis il y a la question, ce que font les marins-pompiers de Marseille avec les eaux usées, qui est très bien, qui permet de remonter à la source des quartiers de contamination. Pourquoi on ne le fait pas au national? Pourquoi finalement on n'utilise pas les méthodes qui fonctionnent? Alors, non, attendez. Quand même, Jacques Méard, remettez l'église au centre du village. Attendez, il y a beaucoup de choses tout à fait fondées qui ont été dites. Moi, j'ai fait un papier disant la France est une cocotte minute. Et dans une cocotte minute, lorsque vous chauffez en dessous, vous avez une soupape. Et c'est la soupape qui n'a pas été adaptée réellement aujourd'hui à la situation et qui fait que les gens en ont marre et que les gens veulent envoyer tout balader. Et ça, c'est extrêmement grave. On aurait très bien pu avoir, notamment dans les universités, des cours avec alternés. On peut très bien rouvrir des cinémas, des théâtres en prenant des mesures de distanciation sanitaire. Évidemment. Alors que même que dans le métro, tous les gens sont les uns sur les autres. Oui. Bon, c'est aussi simple que ça. Donc il y a eu un manque de cohérence réel. Et le fondement même, c'est qu'effectivement la seule solution sont les vaccinations et que là on s'est fait avoir par l'Union européenne. Au lieu, vous savez, le Brexit, vous savez ce que ça veut dire? Et le fait que l'Angleterre, c'est que la décision, c'était le gouvernement britannique. Et c'était pas un conglomérat de technocrates de Bruxelles qui prenait les décisions. Quand vous songez qu'aujourd'hui, le gouvernement a reconnu qu'il n'avait jamais vu les contrats signés par l'Union européenne. C'est quand même extraordinaire. Donc c'est une défaillance scandaleux. Du système. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est pas extraordinaire, c'est scandaleux. Du système en soi. Et donc c'est là où on voit qu'on a les limites de ce... Parce que faire de l'Union européenne une centrale d'achat,
pardon, mais on n'a pas fait, on ne poursuit pas le projet européen pour ce genre de choses. Donc c'est une incongruité. Je voudrais juste... Donc, il faut effectivement bien reconnaître que la seule solution, ce sont les vaccinations. Ça peut coûter cher. L'Israël, ils ont payé. Absolument. Eh bien, nous, on va en reparler. On a réparti le manque de vaccins. Oui, et ce que ça nous coûte aujourd'hui est bien pire. On se retrouve dans un tout petit instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, ensemble jusqu'à midi. Donc, on parle effectivement de ces annonces qui vont être faites ce soir avec le reconfinement d'un certain nombre de départements. Alors, est-ce que ce sera un confinement de week-end, un confinement plus strict Ce qui est génial, c'est qu'en gros, ce sera tout sauf un confinement, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot, sinon Emmanuel Macron perd la face. Absolument. Alors, il ne faut surtout pas dire qu'on nous reconfine. Trouver un autre terme, 50 nuances d'enfermement, mais ce n'est pas du confinement. Pourtant, selon un sondage IFOP, je sais que nos auditeurs n'aiment pas les sondages, 78% des Français pensent que les reconfinements locaux sont justifiés. Je voudrais répondre à un auditeur, alors je ne vois plus son message, ça disparaît automatiquement, mais il me posait 20 questions sur le vaccin, en me disant à quoi ça sert de se vacciner puisqu'on est toujours contaminant. Regardez Israël, voilà. Regardez ce qui se passe en Israël en ce moment avec une baisse spectaculaire de la contamination. Visiblement, on est en train de se rendre compte que le vaccin joue un rôle de bouclier en limitant le portage et donc la contagiosité du virus. Et ce sont effectivement ce que dit le Parisien ce matin, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 49% de la population a reçu au moins d'une dose du vaccin et on assiste à une baisse très significative. Oui, donc le vaccin est la clé. Donc vous posez la question. Juste préciser que ça vous empêche de développer une forme grave de la maladie. Après, c'est votre responsabilité. C'est vous qui jugez que ça entretient Big Pharma et qui sont là pour faire du pognon. Voilà. Mais c'est vrai qu'Israël est un exemple. Je ne sais pas, c'est vous qui l'évoquez. Non, mais Israël est absolument un exemple et peut-être on en parlera, mais il y a ce sujet du passeport vaccinal. On peut en parler, oui. Moi, je suis en France, au sein de la France, je suis totalement opposé à ça. Je suis totalement opposé à ça parce que j'ai pas envie qu'on fasse deux catégories de Français. Et puis de toute façon, le vaccin ne marche pas. Tout le monde a pas eu la chance, en tout cas, d'avoir la Comment le vaccin ne marche pas? La vaccination. C'est que la logistique de la vaccination ne marche pas. On n'est qu'à 2,5 millions, je crois, de gens qui ont eu leur première dose. En revanche, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il faut parler bien devant le micro. Oui, pardon. Ouais. En revanche, il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Il risque, si vous voulez aller vous recueillir au Saint-Sépulcre ou aller faire la fête à Tel Aviv, il y a quand même de bonnes chances qu'on vous demande une forme de passeport vaccinal. Parce que je doute que les Israéliens vous... oui, enfin là on n'a pas tellement le droit, mais cet été par exemple, je pense qu'on va vous demander des petits quelque chose. Mais en tout cas, en France, pour le coup, on va peut-être en parler, mais pour le coup, c'est faire deux cadeaux de français, ça ne va pas. Oui. Alexis Poulain. Non, mais moi je suis radicalement contre cette idée du passeport vaccinal qui ne pourra être fonctionnel que si effectivement toute la population mondiale a accès au vaccin. Si on organise effectivement cette façon de faire. Sinon vous faites quoi? Vous faites de facto ceux qui ont le droit de bouger, ceux qui n'ont pas le droit de bouger. Vous rajoutez du visa, du passeport là où il n'y en a pas. C'est quoi la vaccination? C'est ce qu'évoquait Stéphane Rothenberg qui disait moi quand je vais en Afrique. Non mais je vous parle de l'accès au vaccin. Je vous parle pas du fait que aujourd'hui vous avez plein de populations qui n'ont pas accès au vaccin. Donc si vous mettez un passeport vaccinal, vous faites quoi? Vous allez entraver encore davantage la libre circulation de plein de personnes qui ont déjà du mal à voyager. Donc c'est simplement faire des sous-classes. Donc là, vous avez la première classe, la deuxième, la troisième. Donc c'est scandaleux. C'est simplement rajouter de la difficulté dans les frontières. Alors juste la question qui était posée, je vous donne la parole Jacques Méard. 61% des personnes interrogées se disent favorables à la mise en place du passeport vaccinal dans les aéroports. Et alors là, il y a un peu moins de la moitié des Français, 49% qui sont favorables pour les bars, restaurants ou lieux culturels comme le théâtre ou le cinéma. Un Français sur deux. Mais ça fait partie de ces sondages qui sont là pour que justement on fasse avancer la cause. Dans l'ordre interne, effectivement, ça pose des problèmes constitutionnels, ça pose des problèmes de liberté, de circulation, etc. En revanche, au niveau de la planète, je suis désolé, mais chaque fois que je suis parti en Afrique ou ailleurs, je passais chez Pasteur pour me faire vacciner et avoir toutes les garanties. Et mon passeport était accompagné de ce livret international des vaccins. Donc on va tendre vers ça, c'est évident. Alors maintenant, effectivement, il y a un problème majeur, c'est que les 1,5 milliard d'Africains, il va falloir trouver une solution pour les faire vacciner parce que ça ne va pas se faire en quelques jours.
mais on ne peut pas, et il y a certains États qui vont exiger effectivement que pour rentrer sur leur territoire, vous ayez ce genre de certificat de vaccination. Il ne faut pas vous leurrer. Bon, bien sûr. C'est ça la réalité. Alors, Éric Verhaeghe. Oui, en fait, moi, d'abord, je pense que sur cette question du passeport vaccinal, Dieu soit loué, nous sommes dans un état de droit. Donc, les libertés publiques ne se décident pas par un vote à main levée. Elles sont protégées quoi qu'il arrive. Et donc, j'attends de voir le moment où on nous expliquera que pour rentrer dans un bar, il faut montrer un passeport. Je suis extrêmement dubitatif. Et je pense que ce jour-là, les gens qui disent oui, c'est bien, vont commencer à se dire finalement, c'est pas si bien que ça. Il faut être prêt à résister, à mon avis, parce que ça nous prend au nez. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Mais je vais vous dire, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, on en fait des gorges chaudes. Mais si je me fie à quelqu'un qui est bien informé, qui s'appelle Bill Gates, l'épidémie s'arrêtera cet été. Donc, je pense que le jour, en réalité, où je vous conseille de lire ses déclarations à El País. Mais il n'y a pas que lui. Jacques Attali a dit que c'était à peu près OK en septembre. Karine Lacombe. Jacques Attali, il s'est souvent trompé. Ils sont plusieurs à dire vous inquiétez pas, cet été septembre, on en sera sorti. Il y a une date de sortie à peu près où quelques personnes autorisées. Non mais attends, ils ont interviewé le Covid. Mais non mais attends, c'est dingue parce que ils ont des relations directes. Jacques, c'est des gens qui disent ça évidemment ouvertement, des Bill Gates, etc., qui te disent que oui, il y a une date de sortie et apparemment ce sera août-septembre, ça devra bien aller. Mais ceux-là, on les traite pas de complotistes. Ils ont le droit de dire ça. C'est génial. Ouais. Et donc, moi, je me fie à ces gens qui ne sont pas des complotistes. Je pense que ce jour-là, de toute façon, le jour où en réalité on va s'apercevoir, parce qu'en Inde, vous avez parlé d'Israël, Valérie, mais en Inde, l'épidémie s'est aussi effondrée sans aucune campagne de vaccination. Donc, je pense que sur le fond, on ne sait pas trop en réalité ce qui se passe et que lorsque cette épidémie cessera, toutes nos angoisses sur les vaccinations vont passer parce qu'on parlera d'autre chose. Et je pense que pour l'instant, il y a une espèce d'effervescence sur le fond. Alors, il y a ceux qui disent qu'on va vivre des années avec ce virus. Bah oui, comme aussi. la grippe. Oui. Non. Oui, mais la question, c'est la capacité à maîtriser sa dangerosité. C'est ça. Et c'est exactement ce qui pose le problème sur le confinement en France aujourd'hui. Bien sûr. Il y a une recrudescence des cas, des variants, etc. Mais on arrive à maîtriser la dangerosité du virus. C'est-à-dire que l'explosion des cas ne se traduit pas par une explosion des réanimations. Et il y a une légère hausse du nombre de personnes en réanimation, mais qui n'est pas proportionnée, qui n'est pas arithmétique à la hausse des cas. Et je pense qu'avec le temps... Éric, dans le Nord, c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis. Il y a des îlots. Les hôpitaux sont chargés. En Moselle aussi, il y a des régions de France où il y a quand même des choses. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de... la vente d'alcool, à faire un confinement le week-end sur tout un territoire, alors que non mais c'est n'importe quoi. Et que les gens applaudissent des deux mains en disant c'est super, oui, il faudrait même aller plus loin. Moi, ça m'inquiète sur la santé mentale de tout le monde. Il y a ceux qui voient les malades aussi et qui alertent. Il y a ceux qui sont dans les hôpitaux et qui... ils ont raison. Mais je ne pense pas que c'est en faisant ce genre de mesures qu'on va les aider. Mais il y a un la an, vaccination est la seule solution. Oui. Non. Une des solutions. C'est une des solutions. Alexis Villepelet. Il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de traitement de miracle. Il y a l'ivermectine, la chloroquine, ça ne marche pas à 100%, enfin on ne sait pas. Néanmoins, ça marche sans doute un petit peu, sinon on ne l'utilisait pas. Donc peut-être que libérer la prescription médicale, ça pourrait avoir un sens. Mettons qu'hier, je lisais qu'il y avait 30 000 cas de Covid hier, où sont les chiffres. Peut-être que ça fera 300 réanimations dans une semaine, je dis un chiffre au hasard, j'en ai aucune idée. Je pense que si on libérait des traitements, peut-être que ces 300 se transforment en 200. Ça se transformerait pas en zéro parce que il n'y a pas de traitement miracle, mais chez certains patients, ça marcherait vraisemblablement. Donc, il n'y a pas que la vaccination pour le coup. C'est quelque chose d'important, la vaccination. Mais si on libérait un peu les traitements, ça pourrait marcher. Et puis, un truc tout bête, c'est du bon sens, mais il faut peut-être favoriser le télétravail. Et quand les gens vont travailler, favoriser les horaires différenciés. C'est-à-dire que si tout le monde s'entasse entre 17h30 et 18h dans le métro, ça pose quelques problèmes pour le coup. C'est là où il y a incohérence de la politique gouvernementale. C'est aussi simple que cela. On vous dit à 17h59, le virus n'est pas problématique dans le RER, mais à 18h01, il le devient. C'est là où les Français n'y comprennent plus rien et disent on se fout de nous. Bien sûr. Chez vous, c'est respecté, Jacques Miard, le couvre-feu ? Le couvre-feu est assez respecté.
Oui, enfin, bref. Oui. On va pas trop épiloguer. Il est respecté par les piétons, mais la circulation automobile, puisque nous avons une départementale sur laquelle il y a 25 000 véhicules jour, je peux vous dire que ça ne s'arrête pas à 18h. Hein. Oui, absolument. C'est comme le périph'. Le périph', effectivement. Non, le périph' ne s'arrête pas à 18h, effectivement. Donc, on verra. Est-ce que s'il annonce un certain nombre de reconfinements, ce que vous évoquiez, Alexis Poulain, c'est une petite défaite pour Emmanuel Macron si on est... Bien sûr, ça va juste être un jeu de jongle sémantique pour ne pas utiliser le mot reconfinement. Mais c'est exactement ce qui est en train d'arriver. On va reconfiner le pays en mars, sans le dire. Super. Et pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas fait quand les médecins, on a appris, les médecins, dès fin janvier, disaient il faudrait quand même prendre des mesures drastiques, parce que là, en mars, on sait que le variant anglais va être majoritaire. Et qu'a fait Emmanuel Macron ? Il dit, non, mais moi je lis des trucs en anglais, vous taisez-vous, je sais mieux que vous. Et puis, politiquement, je ne peux pas confiner. Et là, je suis d'accord, politiquement, c'était pas possible. Il y a l'économie, il y a plein de choses. Mais en même temps, c'est le fameux en même temps, il eût fallu que la campagne de vaccination arrive à hauteur de ce qui était attendu. Or, aujourd'hui, vous avez encore des doses qui manquent. Vous pouvez attendre des mois pour avoir un rendez-vous. Et puis, on n'a pas forcément non plus les bons vaccins. AstraZeneca contre la souche sud-africaine. De manière générale, ce gouvernement parle trop. Oui, vous avez raison. Et Eric a raison, parce que ça crée un climat anxiogène. Et donc, vous savez, lorsqu'on gouverne, il faut avoir l'économie du verbe. Mais il faut parler à bon escient. Or, lorsque vous avez chaque fois, soit le Premier ministre, soit Véran, et puis ensuite Jupiter qui en remet une couche par tweet, je peux vous dire que ça, c'est pas bon. Très bien. L'économie de la parole. L'économie de la parole. Heureusement que vous n'êtes pas économe de la vôtre, cher Jacques. Non, mais moi, je suis pas président de la République et il n'y a pas de risque. Ça serait tardé. Oui. Jacques Miard, président. Miard 2022. Allez, on va lancer le hashtag Miard 2022. Merci à tous les quatre. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.